Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la saga Twilight. Ça fait des années que j'ai envie de vous faire une vidéo sur cette saga parce qu'elle tient vraiment une place toute particulière dans mon cœur et j'en ai enfin l'occasion puisque à l'occasion des 20 ans de la saga, le premier tome est ressorti plutôt dans une édition collector magnifique, reliée avec un beau jaspage et toute la saga a été rééditée au format poche comme ceci dans des éditions toutes mignonnes avec un petit jaspage. Voilà. Du coup, aujourd'hui, revenons sur la saga Twilight de Stephenie Meyer, une saga que j'ai sans doute lue et relue plus d'une dizaine de fois. Oui, tout simplement parce que c'est une saga qui m'a accompagnée lors d'un moment assez difficile dans ma vie où j'ai perdu un proche et du coup c'est une saga tout simplement qui m'a aidé à faire mon deuil et que j'ai beaucoup lu et relu à ce moment-là et par la suite que j'ai continué à relire de temps en temps dans les années qui ont suivi. Donc une saga que je connais plutôt bien et une saga dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous dire un petit peu mes takes sur cette saga, mes avis parfois un peu controversés avec ce qu'on peut voir, ce qui peut être dit sur elle. Aujourd'hui on va parler franco de cette saga, donc je vais y aller au niveau des spoilers parce que bon, la saga elle est peut-être un peu ancienne maintenant, donc je me permets, les livres sont sortis il y a très longtemps, les films pareil, donc j'y vais et je vous dis tout ce que je pense, toutes mes petites opinions à moi sur cette saga. Première opinion bien à moi qui va peut-être vous surprendre sachant que j'ai relu cette saga tellement de fois, mais oui, s'il y a bien un truc que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas fan de la romance entre Bella et Edward. Ouais. Et là vous allez peut-être vous dire mais pourquoi tu lis cette saga en fait? Pourquoi tu l'as autant relue alors que tu n'es pas fan juste de la romance principale de cette histoire? En fait, clairement, pour moi, le comportement d'Edward est très limite à de nombreuses fois. Et il y a des choses qu'il se permet de faire qui c'est juste pas possible en fait. Voilà, désolée. Mais ce que j'aime vraiment dans cette saga, bon déjà c'est la découverte l'un de l'autre. Bella qui va découvrir Edward, Edward qui découvre Bella, Bella qui découvre le monde des vampires, Edward qui redécouvre finalement le monde des humains à travers le regard de Bella. Et puis j'aime énormément également les autres personnages en fait de cette saga, que ce soit les membres de la famille Cullen, que ce soit les loups, mais pas que, en fait il y a énormément de personnages et j'avoue que je suis assez attachée à eux. Et puis le lore aussi, tout simplement, de Stephenie Meyer, la façon dont elle a construit ses vampires. Alors je sais que ça a été beaucoup décrié, mais de mon côté je trouve ça hyper original et ça m'emporte et ça vraiment... Pendant des années, mon imagination a énormément fonctionné à penser à ce lore et ouais, il n'y a pas à dire, j'aime beaucoup ce qu'a fait Stephenie Meyer. Deuxième opinion bien à moi, je ne trouve pas, contrairement à ce qu'on a pu lire partout à un moment donné, que Bella soit immature. Mais alors vraiment, loin de là. Comment est-ce qu'on peut penser que une ado est immature quand on sait que depuis qu'elle a l'âge de 10 ans, c'est elle qui gère le budget chez sa mère en fait. C'est elle qui s'occupe de tout à ce niveau-là en fait. C'est elle qui a ce rôle de parent au contact de sa mère. Et quand elle vit chez son père, à ce moment-là, c'est elle qui gère les courses, la cuisine. Non, Bella n'est pas immature. On peut lui reprocher par contre un manque d'expérience dans tout ce qui concerne les relations. Ça oui, que ce soit des relations amicales, notamment parce que on sait que sa mère l'a beaucoup accaparée quand elle était enfant et du coup déjà que Bella se sentait pas forcément très en phase avec les autres personnes de son âge, le fait que sa mère l'accapare autant, ça a pas aidé. Là où par exemple, au contraire, quand Bella vit chez Charlie, son père, Charlie à chaque fois il l'encourage à sortir, à profiter en fait, à passer du temps avec ses amis. C'est vraiment une des facettes que j'aime beaucoup chez Charlie parce qu'il l'encourage en fait à s'épanouir et à aller au contact des autres. Et en ce qui concerne les relations amoureuses, j'ai beaucoup vu passer le fait que Bella était nièce, qu'elle n'avait pas beaucoup de répondants par rapport à Edward. Mais en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que Bella, Edward c'est son premier petit ami, elle n'a que 17 ans, donc c'est pas
étonnant en fait qu'elle manque complètement d'expérience à ce niveau-là, et surtout que son premier petit ami c'est quand même un vampire quoi, c'est pas rien. Autre sujet qui a vraiment fait débat, c'est l'âge d'Edward. Et à ce niveau-là, je trouve que Stephenie Meyer a vraiment bien géré les choses, puisque pour elle, ces vampires sont des êtres qui sont figés dans le temps. C'est-à-dire que leur maturité n'évolue plus à partir du moment où ils sont transformés. Du coup, pour un être comme Edward qui a été transformé à l'âge de 17 ans, et bien même si au moment de la saga Twilight, il a beaucoup de décennies de plus que Bella, et bien finalement, au fond de lui, il a toujours 17 ans et il réagit toujours comme un ado de 17 ans. Et ce qui explique notamment le fait que, eh bien, dans cet univers, les enfants vampires sont interdits, c'est-à-dire qu'il est interdit de transformer un enfant en vampire s'il n'a pas atteint l'âge de 13 ans, tout simplement parce que, eh bien, en dessous de cet âge-là, les jeunes vampires sont incapables de se contrôler et font des massacres. Une autre take qui n'appartient qu'à moi, je trouve que la séparation de Bella et Edward dans le tome 2 est absolument nécessaire. En fait, à plein de niveaux. Déjà parce qu'elle va permettre à Bella d'évoluer en tant que personne et de finir par réussir à s'imposer face à Edward. En fait, pendant tous ces mois où ils vont être séparés, Bella, elle de son côté, elle va faire la connaissance des loups, et en fait son amitié avec les loups, en fait ça va lui permettre de prendre un peu plus confiance en elle et de réussir ensuite à mieux exprimer ce qu'elle ressent. Et quand ensuite Edward est de retour dans sa vie, et bien cette fois-ci Bella ose lui dire ce qu'elle pense, ose lui dire ce qu'elle a vraiment au fond de son cœur. Ensuite, par rapport à Edward, eh bien cette séparation va lui permettre de comprendre que ça fait longtemps qu'il sous-estime les sentiments de Bella à son égard. En tant que vampire, sachant qu'il est capable de ressentir beaucoup plus d'émotions qu'un humain, il a toujours sous-estimé jusqu'à présent les sentiments que Bella éprouvait pour lui, pensant que lui était beaucoup plus amoureux d'elle qu'elle ne l'était de lui. Au final, avec cette séparation, il va se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Et puis cette séparation, tout simplement, elle va permettre cette rencontre avec les Volturi. Et on sait que cette rencontre avec les Volturi, c'est pas rien, puisque c'est ce qui va amener par la suite à ce que Bella, eh bien, puisse être transformée assez rapidement dans les mois finalement qui vont suivre. Parlons maintenant du cas Bri Tanner. Bri Tanner, c'est l'héroïne d'une nouvelle qui est sortie et qui se passe pendant le tome 3 de la saga Twilight. Dans cette nouvelle, on va voir le quotidien un peu du clan de vampires nouveau-nés qui vont s'en prendre à Bella dans le tome 3. Et je trouve que cette nouvelle a été énormément sous-cotée par le public, tout simplement parce que, à leurs yeux, on ne voit pas assez la famille Cullen dans cette petite histoire, mais au final, est-ce que c'était vraiment ça le plus important ? Non, pour moi, cette nouvelle sur Bri Tanner, elle est hyper intéressante parce qu'elle nous permet de voir un peu comment fonctionnent les vampires dans le lore de Twilight. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la famille Cullen, c'est une vraie anomalie. Les autres vampires, ils en ont rien à faire de penser aux humains et à leurs sentiments et de les épargner. Non. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment finalement fonctionnent les vrais entre guillemets, vampire du lore de Stephenie Meyer à travers cette nouvelle. J'ai une take sur le tome 4 de la saga. À mon goût, il aurait vraiment dû être découpé en 2 parties. Comme pour les films en fait, tout simplement. Parce que pour moi, je trouve que la partie 3 de ce tome 4, c'est vraiment un roman à part entière. En fait, je vois un peu la saga Twilight de cette façon, c'est-à-dire tout commence par une trilogie avec les tomes 1, 2, 3, où Bella et Edward font face à un trio d'ennemis, qu'ils vont tous finir par quick, un dans chaque tome. Et puis ensuite on a le tome 4 qui pour moi est une duologie en fait. Pour moi c'est 2 tomes en un livre. On a vraiment d'un côté tout ce passage avec le mariage puis la grossesse et puis ensuite on a l'après-transformation et toute l'intrigue Renesmee. Et pour moi c'est vraiment 2 histoires qui auraient dû être scindées. J'en ai des choses à dire sur ce tome 4 et même si globalement c'est un tome que j'ai vraiment beaucoup apprécié,
Clairement, il y a un moment dans ce livre qui me paraît beaucoup trop long, c'est la partie 2. La partie 2 est racontée sous le point de vue de Jacob, et Jacob, j'aime beaucoup ce personnage, mais clairement pour moi, à ce moment-là du livre, j'aurais aimé continuer avec le point de vue de Bella. Pourquoi? Tout simplement parce que la partie 2 de ce 4e tome, ça va raconter la grossesse de Bella, et honnêtement, eh bien, à ce moment-là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de mon point de vue de lectrice, la première fois que j'ai lu cette saga, j'étais pas très heureuse de savoir que Bella avait un enfant vampire, un bébé vampire dans le bidon, en fait. J'étais très inquiète pour elle. Et du coup, me retrouver avec le point de vue de Jacob qui, lui, pense la même chose et est hyper inquiet pour Bella, ça m'a pas mis très bien, et j'ai jamais réussi, au fur et à mesure des années, à apprécier le personnage de Renesmee à cause de ça. Vraiment, j'ai jamais réussi à l'aimer plus que ça, et je pense que avoir le point de vue de Bella à ce moment-là de l'histoire aurait pu me permettre d'apprécier progressivement ce bébé à venir en fait. Et en plus de ça, il y a vraiment des moments que j'aurais aimé suivre avec le point de vue de Bella. Enfin, quand on sait que, a priori, quand Bella et Edward rentrent de leur lune de miel à l'aéroport, Bella se jette dans les bras de Rosalie pour qu'elle la protège, et que t'as tous les Cullen qui s'embrouillent, j'aurais trop aimé qu'on nous raconte cette scène en fait, tout simplement. Vraiment. J'aurais aimé tout simplement que ce passage, que cette partie 2 soit du point de vue de Bella. Elle aurait été sans doute plus courte, mais est-ce que ça aurait été si grave que ça? Parce que là, actuellement, on a quand même une partie 2 qui fait 200 pages. 200 pages pour nous raconter l'équivalent de 4 journées. Oui, j'ai vraiment compté. Oui. 4 journées sous 200 pages avec le point de vue de Jacob qui ne supporte pas la grossesse de sa meilleure amie, qui est hyper inquiet pour elle. Le tout pour se conclure par cette imprégnation sur Renesmee. Clairement, c'est pas ma partie préférée celle-ci. Hein. Pour cette nouvelle take, vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais un de mes moments préférés dans la saga, c'est la transformation de Bella. Oui, peut-être parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, et quand elle arrive, eh ben c'est quelque chose. D'ailleurs, pour moi, dans les films, c'est beaucoup sous-estimé, notamment la douleur que ressent Bella. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bella va se transformer, que ça va prendre 48 heures pendant lesquelles elle ne va pas pouvoir se reposer une seule seconde. D'ailleurs, 48 heures où chaque seconde lui paraît être une éternité. Elle a littéralement l'impression de brûler. Elle ressent une douleur qui est mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et en plus de ça, elle se force à rester immobile parce qu'elle ne veut pas qu'Edward souffre, tout simplement parce que ça fait des mois et des mois qu'elle lui demande d'être transformée. Donc au moment où ça arrive enfin, elle se dit vas-y, je veux pas qu'il souffre plus que ça, il entend pas mes pensées, donc je reste immobile, comme ça il pense que je dors, il pense que je ressens pas la douleur, mais tout ce que ça lui demande, l'énergie que ça lui demande, enfin ce moment est vraiment incroyable, et je trouve que dans les films, alors c'est très joli parce qu'on voit cette transformation qui arrive petit à petit, qui corrige ses défauts, qui aussi répare son corps qui a été brisé par l'accouchement, mais quand même, si dans le film il y avait pu avoir une voix off rien que pour expliquer à quel point Bella souffre, je sais pas, il manque un truc en tout cas à cette scène, alors que dans le livre c'est vraiment un chapitre qui à chaque fois moi me tient en haleine, tellement Bella, juste qu'elle ressent et comment elle vit sa transformation, ça m'épate en fait. J'ai une sorte de fascination très particulière pour ce moment. Pour mon dernier point, j'avais envie de vous parler de la non-bataille finalement, c'est-à-dire cette bataille contre les Volturi qui est anticipée des chapitres à l'avance dans la partie 3 du tome 4. Et puis finalement, lorsque ce moment arrive, eh bien en tant que lecteur, on peut avoir l'impression qu'il se passe pas grand chose et de rester sur notre faim. Alors que pourtant, des choses, il s'en se passe. Mais le truc, c'est que tout est vraiment en interne. C'est pas une bataille physique, c'est une bataille mentale où les personnages réfléchissent comme s'ils jouaient à une partie d'échecs en se demandant s'ils doivent avancer des pions ou pas. En fait, c'est pas pour rien si sur les premières éditions du tome 4, en fait,
de la saga Twilight, sur la couverture on peut y voir des pions d'échiquier. C'est parce que vraiment ce moment c'est une partie d'échecs où du côté des Volturi on se demande si on peut attaquer, on tente des petites choses et puis du côté des Cullen et de leurs amis, eh bien il y a Bella qui est là pour protéger tout le monde. Donc même si les Volturi tentent des choses, Bella elle protège et du côté des Volturi on peut plus avancer. Et en fait, c'est que ça, cette bataille qui est non physique, où tout se passe vraiment dans la tête des personnages, dans leurs réflexions. Est-ce qu'on peut tenter ça? Non. Est-ce que là, on peut faire ci? Peut-être. Et c'est ce qui amène finalement une bataille qui est assez intéressante, mais pendant laquelle il n'y a pas beaucoup d'action. Et en ça, je trouve que les films ont très bien montré les choses. C'est-à-dire que déjà, ce qu'ils font de très bien les films, c'est que il y a un acteur, il y a un visuel pour chaque personnage. Et il n'y a pas à dire, mais quand on lit la partie 3 de ce tome 4, il y a tellement de nouveaux vampires qu'on peut rapidement être perdu. Je trouve que dans le film, on voit du coup un visuel pour chacun des personnages et du coup ça aide beaucoup à mieux comprendre qui est qui, quels sont les pouvoirs de chacun et ça aide aussi à comprendre un petit peu tout ce qui se passe pendant la bataille. Et puis dans les films il y a ce choix d'inclure une vision d'Alice, une vision où on nous montre clairement que si jamais les Volturi ou le clan de Bella s'affrontent vraiment physiquement, et bien il va y avoir des personnages juste voilà. Donc finalement est-ce qu'il vaut pas mieux ne pas s'affronter du tout et même si cette vision d'Alice elle est pas du tout possible techniquement puisque Alice n'est pas capable de voir Renesmee ou les loups dans ses visions, mais en fait elle fait du bien dans les films et elle aide à comprendre ce moment. Pour moi c'est un choix qui est assez intelligent, qui montre très bien les enjeux du moment et le film fait ce qu'il peut finalement pour pouvoir retranscrire un moment où tout se passe en introspection dans la tête des personnages. Voilà, c'était mes petits takes à moi, ces points sur lesquels j'avais vraiment envie de revenir, soit parce que pour certains, j'ai amené une petite correction, étant donné que je connais très bien la saga à force de l'avoir lu et relu, à force de l'avoir analysé, à force d'avoir également lu le guide que Stephanie Meyer a écrit à son sujet, soit c'était des points qui étaient vraiment des ressentis personnels sur certains éléments et du coup j'avais aussi envie de vous parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes takes. Si vous en avez peut-être d'autres sur la saga, n'hésitez pas si vous voulez qu'on en discute. Voilà, partageons un petit peu sur la saga Twilight. Et sur ce, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.